Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Donc, vous m'entendez? C'est bon? Oui. On vous entend très bien. Merci. Bon, ça en vient bon sur Zoom, mais je demanderais à tout le monde de fermer leur micro parce que parfois les bruits ambiants sont dérangeants. Donc, vous pouvez fermer votre micro. On va attendre quelques minutes là, que tout le monde puisse se brancher. Et tout de suite, dès le départ, je vous le dis, là, je vais le redire, mais la rencontre est enregistrée. Donc, si vous ne voulez pas être vu à la caméra, c'est selon votre préférence. Bonjour. On pourrait dire bonsoir, là, je pense. Oui. Oui, bonsoir. 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 Ça va bien? Ça va bien, M. Raymond? Madame Perrault? Ben oui, bonjour. très bien, merci. Excellent. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont se joindre, sûrement? Oui, c'est ça. Écoutez, pratiquement toutes les associations vont être là ce soir. Très bonne chose. Parfait. Excellent, c'est bon. Élise, est-ce que tu as encore beaucoup de gens sur la... Je n'ai plus personne. Ah! Il fallait que je le dise pour que ça arrive. On a 2 personnes en attente. Plus personne qui arrivait. Ce sera pas bien long. Quand j'ai plus personne en attente, je te fais signe, Isabelle. On attend au maximum 15 personnes se sont inscrites. On n'est pas bien loin du compte, on a 12 personnes. Je n'ai plus personne en attente, alors si tu veux débuter, Isabelle. Oui, on va commencer, mais il manque entre autres le lac des Pins, et si je ne me trompe, et le lac, les 3 lacs là, Joly, Fromancière et Dontigny. Donc, bonsoir tout le monde. Comme je Lac l'ai des dit... Pins, là, désolé. Lac des Pins, Martin Bolduc, c'est moi. Lac des Pins. Ah, OK. Bonjour, M. Bolduc. Bonjour. Je remplace Paul André qui n'était pas disponible ce soir. Parfait, ça. Merci. Merci. Donc, bonsoir tout le monde. Merci d'avoir répondu en si grand nombre à cette invitation-là. Je trouvais ça vraiment très important de pouvoir parler là, à chacune des associations. Puis en temps de pandémie, c'était pas simple, mais on y est arrivé. Puis je pense que ce sera une soirée très, très enrichissante pour tout le monde. Comme je l'ai dit de base, la rencontre va être enregistrée. Donc, si vous ne voulez pas être vu à la caméra, il n'y a pas de problème. Vous fermez votre caméra. Et je vous demande aussi, là, sans intervention, de fermer votre micro pour qu'on ne puisse pas entendre les bruits de fond. Je suis accompagnée, pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui ne m'ont jamais rencontrée, je suis Isabelle Perrault, la mairesse de Saint-Alphonse, et je suis accompagnée ce soir de Mme Élise Belrose, qui est la directrice générale de la municipalité, et de M. Vincent Tanguay, qui est le directeur du développement durable à la municipalité. Aujourd'hui, la rencontre, là, moi, la présentation que j'ai à vous faire, c'est de l'information synthétisée, on s'entend. Ça va durer à peu près une vingtaine de minutes. Puis suite à ça, prenez en note vos questions. On va avoir une période de questions. S'il y a des points techniques, Jean-Vincent est là pour y répondre. Sinon, je répondrai là, du mieux que je peux à vos questions. Et Élise, si tu veux commencer à partager le PowerPoint, on va regarder un petit peu là, le contenu de la présentation de ce soir. Donc, voilà.
Donc, c'est le sujet du jour, c'est les résidences de tourisme. Le contenu, bien, on va faire une petite mise en situation et l'historique de ce projet-là. Ensuite de ça, on aura, comme on a fait des consultations, on a fait quelques modifications entre le premier et le deuxième projet de règlement. Ensuite, on va vous parler des critères d'évaluation, le processus décisionnel, les conséquences du statu quo et la suite des choses. Et ensuite, ce sera la période de questions. Si tu veux changer de diapositive. Donc, la raison principale du règlement pour les résidences de tourisme, bien, premièrement, c'est un phénomène qui est en expansion. Toutes les municipalités se dotent présentement de règles pour encadrer cette activité-là. Et aussi, le gouvernement provincial a clairement donné l'orientation qu'il voulait offrir de l'hébergement en région de cette façon-là, c'est-à-dire la location court terme. Ici, à Saint-Alphonse aussi, il y a un problème de cohabitation de cet usage-là et une forte demande. Donc, ça, c'est vraiment deux concepts là, qui s'affrontent, c'est-à-dire que certaines personnes louent des chalets, mais se plaignent de d'autres qui en louent, ou quelques nuisances, ou des fois, les gens pensent que c'est loué, mais c'est des résidents permanents et il y a des problèmes de nuisances. Et il y a toute la demande, c'est-à-dire la demande des gens qui veulent en faire et qui, pour le faire de façon légale, doivent avoir un permis de la CITQ, là, de la commission de la commission touristique, avoir une attestation d'hébergement touristique et qu'ils ne peuvent pas l'avoir et ils s'en rendent compte quand ils essaient de l'avoir parce que à peu près partout présentement sur le territoire de Saint-Alphonse, c'est interdit. Donc, on voulait trouver un équilibre entre tout permettre et tout interdire et éviter, bien sûr, le statu quo. La réalité à Saint-Alphonse, c'est qu'il y a un nombre élevé de résidences secondaires de villégiature. Beaucoup de gens voudraient louer de temps en temps afin de payer certains frais fixes. Et donc, ça fait en sorte que la demande était relativement forte. Il y a une présence de plusieurs cours d'eau, donc c'est très attractif. On le voit surtout en temps de pandémie, là, mais même avant ça, on voyait l'émergence de toutes les activités de plein air là, qui venaient de plus en plus populaires. Beaucoup d'attractions des ménages urbains en région, que ce soit comme villégiateurs, mais aussi comme résidents permanents ou excursionnistes. Il y a plusieurs présentement sur le territoire des locations qui se font à court terme et de façon tout à fait illégale. Donc, tout le monde est perdant. Ensuite, si tu veux changer de diapositive. La situation actuelle, présentement, c'est que c'est autorisé seulement dans quelques zones. Par exemple, le long des grandes routes numérotées de la 343, de la 337, le cœur villageois. Il y a certaines personnes aussi qui ont des droits acquis à certains endroits, mais très, très peu. Et on a aussi développé, là, avec le nouveau lac Perrot, une zone qui est zonée, où est-ce que le zonage est possible, mais c'est un promoteur. Il n'y a pas encore aucune maison de construite là, mais c'est un projet d'un promoteur pour de la location court terme. Donc, ça ne causera pas de nuisance aux personnes qui sont déjà installées là, puisqu'il n'y en a pas. La situation qu'on vise, là, c'est vraiment de ne pas modifier le zonage, c'est-à-dire de rester en zone partout sur le territoire où est-ce que c'est interdit de faire de la location court terme, mais de le permettre sous certaines conditions. Et mettre en place, bien entendu, un cadre réglementaire là, qui vient avec ça. Donc, si tu veux changer de diapositive, oui. Les objectifs politiques, bon, ben, c'est évidemment, là, c'est de donner une réponse démocratique à une situation qui est problématique. Quand les gens viennent nous voir et qu'ils nous disent ça loue à côté de chez nous, c'est difficile de faire un certain contrôle quand c'est totalement interdit. Les gens n'ont qu'à mentir. On a une possibilité d'inspecter, mais pas nécessairement d'enquêter. Quand la nuisance ne vient pas d'ailleurs, outre le fait de fin de semaine en fin de semaine des nouvelles personnes, mais qu'il n'y a pas d'autres nuisances, c'est très difficile à intercepter. Ensuite de ça, ben, il faut donner une réponse aux gens qui nous demandent d'avoir la possibilité de faire de la location court terme. Donc, c'est oui ou c'est non, mais là, c'est je ne sais pas trop. Non, c'est pas permis, mais pourquoi, puis comment ça? Mais ces gens-là aussi ont besoin d'une réponse démocratique. Le statu quo n'est pas possible. Quand ce sera non, les gens n'en veulent pas. Les gens se sont prononcés. Bien, ce sera une réponse qui sera acceptable. Ensuite, protéger le milieu de vie, le tissu social, de faire en sorte que nos hameaux, nos tours de lac restent des lieux de proximité, de quartier et bien sûr l'environnement des lacs, là, parce que là, tout
toutes sortes de personnes arrivaient avec toutes sortes d'affaires sur les lacs et c'était problématique. S'assurer que les propriétaires prennent leurs responsabilités, c'est-à-dire que c'est eux les premiers responsables de ce qui se passe dans leur propriété et ne peuvent pas s'en décharger sur leurs locataires. Ensuite, de se doter d'un outil discrétionnaire, c'est-à-dire qu'on garde un certain contrôle, on se dote de mesures de contrôle premièrement pour l'établissement sur le territoire, mais aussi sur la façon de faire de l'hébergement à court terme à Saint-Alphonse. Et bien entendu, c'est permettre aussi une offre d'hébergement de qualité, là, parce qu'en région, à Saint-Alphonse et même dans toute la Matawini, il y a très peu d'offres d'hébergement dignes de ce nom. Et de le permettre, c'est, on croit, une bonne chose. Si tu veux changer de diapositive. Élise. Donc, on a fait cet été 4 ou 5 là, de mémoire consultations publiques où est-ce que les gens ont participé en grand nombre. On en a fait une virtuelle, mais aussi c'était permis d'en faire en présence. Les gens nous ont vraiment une belle participation. Les gens étaient constructifs. Ils ont eu des bonnes idées. Mes écouteurs dans l'affaire noire. Excusez. Désolé. Ils ont eu de bonnes idées, ils ont fait de bonnes interventions, il y avait des préoccupations auxquelles parfois on avait peu ou pas pensé. Donc, on a fait une vraie consultation, c'est-à-dire qu'on a pris les idées des gens, on a tout noté ça. Certaines n'ont pas été retenues pour plein de raisons. Peut-être que parfois on l'avait déjà évalué ou ça devenait redondant ou très, très, très difficile à appliquer. Mais quand même, il y a quand même des différences entre le premier et le deuxième projet de règlement. Les principales différences, ben, il y a certaines nuisances qui sont beaucoup plus sévères que si, par exemple, c'est une résidence de type permanente, là, sans possibilité d'hébergement touristique. Il y a une interdiction pour les touristes d'utiliser une embarcation nautique à moteur, donc pour le propriétaire de louer, non seulement ne pas apporter de bateau moteur, mais ne pas louer avec un bateau à moteur pour plusieurs raisons. Oui, environnementales, mais aussi de sécurité, puisque les gens, parfois, n'ont pas l'aptitude, là, ils ne connaissent pas les lacs sur lesquels ils naviguent et ça devient dangereux. C'était une préoccupation des citoyens. La question de personnes physiques et personnes morales, c'est-à-dire qu'une personne morale, c'est une entreprise qui pourrait devenir locataire court terme et une personne physique, c'est une personne une vraie personne, donc un propriétaire là, unique. Le Conseil a décidé de statuer pour, en tout cas, la première portion de tant que ce règlement-là ne sera pas modifié, de ne pas accepter les personnes morales pour débuter ce règlement-là, que les personnes physiques vont pouvoir demander cette permission-là. Donc, ce qui évite l'achat d'un paquet de chalets par une compagnie et de faire de la location court terme. Ensuite de ça, limitation du nombre de personnes pouvant occuper simultanément une résidence de tourisme. Certains chalets sont très grands, peuvent accommoder facilement 12, 15 personnes. Ça ne sera pas possible. C'est maximum de 8 personnes, 8 adultes. Ensuite de ça, les résidences de tourisme sont interdites. Ce sera interdit d'avoir une résidence de tourisme si vous avez certains types d'installations septiques là, qui ne s'y prêtent pas. Ensuite de ça, on a rajouté un critère concernant la conformité de la bande de protection riveraine. Donc, dans les critères, ce sera nécessaire d'avoir une bande de protection riveraine qui soit conforme. Sinon, vous ne pourrez pas avoir un permis de location court terme. Ensuite de ça, ben, on a reformulé là, quelques articles là, afin de les clarifier parce que les gens posaient des questions et ce n'était pas clair pour eux. Ensuite, Élise, il y a 40 critères d'évaluation d'une demande. Donc, on n'en fera pas là, la nomenclature exhaustive ce soir, mais on va vous présenter là, les principaux. De toute façon, le règlement en entier est présentement disponible sur le site web de la municipalité. Vous allez pouvoir avoir tous ces critères-là. Mais je pense que les principales inquiétudes, ou en tout cas les principales questions sur lesquelles j'ai eu à répondre, on vous les nomme ce soir. Premièrement, l'usage. Donc, l'usage du chalet ou de l'hébergement court terme sera une habitation familiale isolée seulement. Donc, pas de condo, pas de duplex, pas de bachelor ou ces choses comme ça, pas de cabanon en arrière de la cour. C'est vraiment une habitation unifamiliale isolée seulement.
2 personnes par chambre à coucher jusqu'à un maximum de 8 personnes. On en a parlé tantôt, c'est un changement qu'on a effectué, mais c'est dans les critères d'évaluation. Élise, est-ce que tu peux changer la diapositive? Ensuite, c'est des critères relatifs au terrain. Donc, s'il y a une servitude de passage quelconque, ça prend un accord écrit des propriétaires et des bénéficiaires de cette servitude-là pour pouvoir que la résidence de tourisme puisse aussi y avoir accès. Une bande de protection riveraine conforme. Un espace tampon, c'est-à-dire un boisé, là, une haie, par exemple, de 5 mètres de largeur, mais il y a aussi possibilité d'avoir des mesures de mitigation puisque parfois, là, c'est déjà en place et ce sera difficile d'avoir cette largeur de 5 mètres-là. Donc, il y aura obligation de ménager quelque chose pour avoir cet espace tampon. L'aménagement doit conserver un caractère résidentiel, donc pas un stationnement à grandeur du terrain avant, par exemple, pas d'affichage lumineux, pas d'éclairage non plus là, de type plus commercial. Et le terrain doit être bien entretenu et ne contenir aucune nuisance. Ensuite de ça, il y a des critères relatifs à l'installation septique et au puits. Donc, l'installation septique qui est existante doit être de capacité suffisante. Par exemple, on ne pourrait pas louer une maison en disant qu'il y a 3 chambres, mais que la fosse septique soit que pour 2 unités de chambres, ce ne serait pas possible de le faire. L'installation septique conforme au règlement provincial, le puits aussi, et tout ce qui est là, cabinet à fosse sèche, puits absorbant, fosse scellée, puisard, ces choses-là, ne pourront pas avoir de permis de résidence de tourisme. Ensuite, des critères relatifs aux nuisances, donc un couvre-feu à 22h et 8h le matin. Espace extérieur en retrait des limites du terrain, c'est-à-dire qu'on ne fera pas un espace de feu à la limite, à proximité du terrain voisin. Le flux lumineux orienté vers le sol, donc la protection du ciel. Interdiction de feux d'artifice. Et toute autre nuisance incluse là, dans le règlement municipal, bien entendu, mais ceux-ci sont un peu plus sévères que le règlement municipal de base. Ensuite, l'équipement récréatif. Donc, c'est interdit pour les touristes d'utiliser une embarcation nautique à moteur, d'apporter leur propre embarcation et équipement nautique. Et là, on parle de paddleboard, kayak, toutes ces choses-là doivent être fournies sur place par le locataire et d'utiliser un véhicule récréatif ou un abri de camping, tente roulotte ou autre chose. Par exemple, louer un chalet et d'y amener une roulotte là, pour y loger plus de monde. Ensuite, des caractères relatifs à l'affichage. La CTQ exige le panonceau conforme à la loi. Il faudrait que les gens se conforment aussi. Ensuite, c'est une décision discrétionnaire du conseil municipal. Donc, comme je vous l'ai expliqué un peu plus tôt, ce n'est pas le zonage. Le zonage, c'est simple, c'est permis ou ce ne l'est pas. Ça reste pas permis sur le territoire de Saint-Alphonse, sauf sous certaines conditions qu'on vient d'énumérer. Donc, il y a un droit de regard des citoyens. Il y a un avis public qui est affiché sur le terrain 2 semaines avant que ça soit voté par le conseil municipal. Le comité consultatif d'urbanisme aura au cas par cas l'étude de chacune des demandes. C'est un pouvoir discrétionnaire du conseil municipal, c'est-à-dire que si, par exemple, un certain pourcentage, dans un secteur, un certain pourcentage de location court terme y était, on pourrait décider qu'il y aurait un moratoire et que pendant quelques années ou quelques temps, on ne donnerait plus de permis dans cet endroit-là. Meilleure flexibilité d'application en comparaison du zonage traditionnel. Là. Ça s'appelle un règlement d'urbanisme d'usage conditionnel. Donc, c'est une permission au cas par cas. Oui, exactement, au cas par cas. Ensuite, quand c'est une autorisation qui est accordée, c'est un privilège et quand on le renouvelle aussi. C'est-à-dire que l'autorisation est pour 2 ans. Vous le savez comme moi que d'amener quelqu'un devant les tribunaux pour des infractions de nuisance, là, c'est difficile, c'est complexe. Les gens ne veulent pas aller témoigner parfois. Pour des technicalités, ça tombe à l'eau. Mais le renouvellement, lui, il doit passer encore le même processus devant le CCE, le conseil municipal, pour avoir un nouveau permis. Donc, le renouvellement ne serait pas autorisé en cas là, de problématiques récurrentes avec certains locataires.
sans passer nécessairement par les tribunaux et toute la difficulté que ça apporte. Maintenant, les conséquences du statu quo. Donc, pourquoi là faut se prononcer, il faut que les citoyens se prononcent, c'est que les résidences continuent si on fait rien, les résidences vont continuer de se louer en coulisses et là, ça apporte différents irritants et d'inégalités et d'inéquité aussi. Il y a une absence de vérification de conformité aux règlements municipaux parce que, par exemple, les bandes riveraines qu'on vous a expliqué tantôt, il y avait quand même le propriétaire qui veut avoir une résidence de tourisme a quand même des preuves à faire, ce qui en résident régulier n'a pas nécessairement, à moins qu'on passe pour inspecter spécifiquement. Et en ayant des permis, ben, on sait son où, on connaît l'adresse et on va les inspecter une par une. Il y a aussi absence de conformité avec la CETQ. Je vous dirais que de ne pas être conforme à la CETQ est un bien plus grave problème que de ne pas être conforme aux règlements municipaux. C'est des amendes extrêmes d'une journée de location d'hébergement, mais ils ont aussi des critères, là, la CETQ, qui assure une certaine qualité d'hébergement que là, les gens ne peuvent pas offrir. Ou en tout cas, les locataires ne peuvent pas être garantis de ça, ni les voisins. Il y a des avantages fonciers aussi parce que, comme je vous expliquais, toutes les municipalités alentours se dotent de règlements d'encadrement. Si la municipalité décidait de ne pas ne pas accepter de location court terme partout sur le territoire sans vraiment le dire, il y a vraiment des gens qui ont perdu des ventes, tandis que quand c'est clair, ben on le sait d'avance, les gens sont avisés, puis les gens vont soit acheter ailleurs ou recherchent ce type d'achat-là. Ensuite de ça, c'est difficile de constater les infractions de location court terme. Comme je vous disais, des infractions de nuisance, ça se gère, mais des infractions de location court terme, c'est facile de dire, j'ai loué à mon ami, j'ai loué à mon beau-frère, j'ai pas loué, je l'ai prêté. Donc, l'infraction de location court terme est présentement très difficile à démontrer. Donc, on est rendu déjà à la suite du processus de ce règlement-là. Il y aura un affichage public. Et là, je tiens à m'excuser, il y a eu un avis qui a paru là, récemment, mais c'était une erreur. Vraiment, il y aura un affichage public à la fin mars. Et cet affichage-là, le but principal, c'est de demander à ceux qui le veulent de remplir le petit formulaire là, qui vient avec et qui dit voulez-vous la tenue d'un référendum pour ce règlement de location court terme là à Saint-Alphonse. Suite à cela, on va recevoir les demandes, on va analyser les résultats et on va voir ce qui en retourne. Il y a 3 scénarios possibles, c'est-à-dire que on doit aller en référendum pour toute la municipalité, soit que très peu de demandes, puis on passe le règlement de cette manière-là, ou on s'aperçoit que dans certains secteurs, c'est plus chaud, les gens sont moins à l'aise avec ça et plusieurs personnes se prononcent dans un même secteur pour la possibilité d'avoir un référendum. Donc, on fera un référendum soit à toute la municipalité, soit qu'on n'en fera pas, ou soit qu'on en fera par secteur, le cas échéant. Et les résultats, ben, il y en a aussi 3 possibles. Ça veut dire que pas de location court terme à Saint-Alphonse. C'est une réponse claire aux demandeurs et ce n'est pas le statu quo. Ce n'est pas la situation présente. C'est une décision démocratique que le Conseil prendra sous l'éclairage de la volonté des citoyens. C'est là qui est très important de comprendre. Le statu quo n'est pas possible présentement. Il faut se prononcer. Ensuite de ça, la location pourra être possible à certains endroits et interdite dans d'autres secteurs et où la location sera possible dans tous les secteurs sous plusieurs conditions. Donc, vous comprenez rapidement là, que l'été 2021 est un été d'urbanisme, une année pilote, où on va voir comment ça fonctionne, si notre règlement est viable. Et la beauté d'un règlement d'usage conditionnel, c'est que c'est modifiable facilement, c'est souple, c'est dynamique, c'est adaptable, ce qui n'est pas le cas nécessairement d'un règlement de zonage. Et il y aura bien entendu, là, dans le service d'urbanisme, beaucoup de changements qui s'en viennent. Vous l'avez peut-être déjà vu passer. On embauche un nouvel inspecteur, quelqu'un en coordination pour l'environnement qui vont
être en lien avec ces règlements-là aussi, et un agent là, pour l'été, un agent d'inspection pour l'été. Donc, on se donne les moyens pour faire de cette année-là une année pilote qui va certainement être très occupée là, sur le territoire, vu la pandémie. Donc, on se donne les moyens de nos ambitions avec ce règlement-là. Donc, voilà un résumé synthétisé du règlement. Nous, cette information-là va être disponible sur notre site web, le règlement aussi. Ce qu'on vous demande, c'est de le diffuser dans votre association, que les gens puissent poser des questions s'ils le veulent. On est disponible à ça. Si ce soir, les questions que vous allez nous poser, si c'est technique, Jean-Vincent va lui répondre, mais si c'est pour faire une demande ou très sur la façon que ça va se passer pour faire une demande, ben, je vous invite à communiquer avec nous de façon privée, là. Donc, pour le bénéfice de tous, s'il y en a qui ont des questions ou des commentaires qu'ils aimeraient formuler, ben, c'est votre tour, messieurs, dames. J'aurais une question. Allez-y. Élise, tu vas gérer les questions, la prise de parole? Là, j'ai entendu, mais j'ai d'abord vu M. Éric Santerre. Je m'excuse si je vous mets pas dans l'ordre. Là, je vois pas tout le monde à l'écran. Mais faites-vous-en pas, on va donner les droits de parole à tout le monde, peut-être dans le désordre que vous l'aurez demandé. Oui, bien, tu sais, il y a des petites mains que vous pouvez lever, là, qu'on voit, là, ben, c'est parfait. Alors, on commence avec M. Éric Santerre. Merci beaucoup. Alors, j'ai en fait plusieurs questions quand même. Déjà, la première, c'est par rapport, vous avez parlé de certaines personnes qui ont des droits acquis, en fait, sur le territoire. Moi, j'avais déjà posé la question à je me souviens plus malheureusement du nom de monsieur là, qui travaille à la ville par rapport justement aux réglementations sur les locations court terme et il m'avait envoyé un plan avec du zonage, des cercles, des chiffres un peu partout. Et effectivement, ça avait tombé que la résidence que nous, qu'on est en train de se faire construire présentement est dans une zone justement où présentement, nous en plus, on s'est informé au promoteur avant d'acheter ce terrain-là, puis elle nous a dit, ben nous, on a un droit acquis. Nous, on a un droit acquis de location et c'est un terrain qui est genre comme c'était littéralement c'est à 3,43, fait que comme vous l'avez dit, on aurait le droit normalement. Donc, par rapport aux droits acquis, est-ce que ces droits acquis-là pourraient nous être retirés? Je ne pense pas, légalement. Non. Parfait. Ça, c'était ma première question. Deuxième question, quand vous parlez de bande de protection riveraine, oui. On parle de combien de pieds, combien de mètres entre la résidence et le lac? C'est le règlement là, municipal. C'est pas un changement du règlement municipal, c'est-à-dire que les hébergements touristiques n'auront pas d'obligations supérieures aux autres bandes riveraines, mais leur bande riveraine devra être conforme à 30 mètres de la bande riveraine. Il faut qu'il y ait faut pas qu'il y ait de tonte de pelouse, pas d'installation, même qu'il faut faire pousser les herbes, là, en tout cas, je ne sais pas comment dire ça. Mais revégétaliser. Oui, c'est ça, merci Élise. Okay. Je manque de vocabulaire ce soir. C'est vraiment l'aspect pour tout ce qui est là, arbres, arbustes, etc. Oui, puis, okay, parfait. Super. Et ce n'est pas une condition qui est supérieure ou demandée en plus pour les résidences de tourisme. C'est comme ça pour tout le monde. Sauf qu'on veut s'assurer que les gens qui font une demande de résidence de tourisme soient conformes. Oui. Ensuite, par rapport à la réglementation sur le 2 personnes par chambre, 8 résidents dans la même... Bien, ça, je trouve ça un peu particulier parce que, par exemple, on peut avoir un chalet, une résidence de location, justement, avoir 2 chambres. Dans une chambre, en même temps, j'ai un lit queen, puis dans l'autre chambre, j'ai un lit superposé. Puis, admettons, il y a une famille de 5 personnes qui me loue le chalet. Il y a 2 enfants en bas de 12 ans, donc on est correct. Sauf que le 3e enfant, c'est un ado de, je ne sais pas moi, de 16 ans. Donc, mais tu sais, un lit superposé, clairement, vous comprenez-vous mon petit issue par rapport à ça? C'est un peu... C'est très pointu, M. Santerre, mais ce qui est important de comprendre, c'est que vous ne pouvez pas afficher votre location de chalet pour plus de 8 adultes. OK, parfait, super, génial, merci beaucoup. Ensuite, 3e question. Ben, en fait, c'est pas vraiment une question, c'est plus par rapport à la CITQ. Vous dites qu'on va devoir justement afficher correctement là, la fameuse affiche là, qui est en espèce de losange, je ne sais pas trop quelle forme, de la CITQ, ce qui est tout à fait louable. Cependant, nous, on a fait beaucoup de recherches auprès de la CITQ par rapport à justement, parce qu'eux, ils envoient des inspecteurs pour donner le nombre de, je ne sais pas, je pense que c'est des soleils ou des étoiles, ou je ne sais pas trop. Ils sont en retard de 2 ans. Ça se peut.
La CTQ, ils nous ont dit, avec la COVID, ils nous ont dit, à cause de la COVID et tout, attendez-vous pas à ce qu'on envoie un inspecteur pour vous donner votre affiche avant au moins 2 ans. C'est possible, on va bien comprendre ça, mais sachez, M. Santerre, qu'ils sont très actifs sur l'Internet parce qu'à Saint-Côme, plusieurs propriétaires d'hébergement ont loué sans la licence CTQ et ils ont goûté cette. Oui, non, ça, je le comprends, mais dans le fond, c'était surtout pour dire que, mettons, si moi, j'ai eu mon autorisation de la CITQ, mais que je n'ai pas encore mon affichette, ça compense quand même. Oui. De toute façon, c'est facile à vérifier ça auprès de la CITQ, M. Santerre. Soyez en crainte. Super. Et puis, c'est peut-être moi qui ai mal compris ou qui a mal analysé la réponse, mais le règlement final, on prévoit qu'il va être vraiment passé dans les réglementations de la ville, etc., à l'été, avant l'été, après l'été? Avant l'été. Précisément, là, Élise, peut-être que tu peux mieux répondre que moi. Là, en fait, ça dépend du déroulement des prochaines étapes parce que, dépendamment s'il y a des gens qui demandent un référendum ou pas, ça change le délai. C'est pour ça qu'on a de la misère à vous donner une date précise. Par contre, ce qui est visé par le Conseil, c'est avant l'été. Mais c'est sûr que s'il y a des demandes de référendum, s'il y a des étapes comme ça rallonge, là, ça pourrait être autre chose. Mais si on a le chemin le plus court, ça va être avant l'été. Exactement. Donc, ça répond à toutes mes questions. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci, M. Santerre. Merci. Alors, on va y aller avec Mme Dominique Laniel. Vous parlez, mais votre micro n'est pas ouvert, Mme Laniel. Oui, effectivement. Bon, OK. Oui, on vous entend. Parfait. Alors, j'ai 4 questions, au fond. Moi aussi, je suis là plus en représentante du RALSAR, du regroupement des lacs de Saint-Alphonse. Et on avait déjà posé des questions à M. Tanguay. Il m'a répondu sur certaines, mais il y a quelques questions, une qui était restée en suspens et il y en a d'autres qui s'ajoutent ce soir, là. Alors, une qui était restée en suspens, on avait demandé si c'était possible, comme association de lacs, d'avoir la liste des équipements et des nautiques qui faisaient partie de la location. De savoir, au fond, est-ce qu'il y a 2 kayaks, une chaloupe, c'est bon. D'avoir une idée de ce qui est offert en location. Je vais juste essayer de synthétiser ce que vous me dites. Vous voulez dire, mettons un chalet qui ferait de la location court terme, il loue avec un certain nombre, certaine nature d'équipements nautiques et un certain nombre, et vous voudrez que l'association sache quel est cet équipement-là. Je ne sais pas, Mme Laniel, mais c'est une excellente question. On va valider. Okay. Je ne sais pas si c'est permis ou si c'est possible. C'est ce que M. Tanguay m'avait répondu que c'était validé, mais je me permettais de réitérer. Oui, mais c'est une excellente question. OK. L'autre question, c'est, si dans le règlement, on dit que le propriétaire doit informer les locataires des règlements d'une association, s'il y en a une autour du lac, là, donc des règlements internes. Bon, tout ce qu'on dit, c'est qu'il doit informer des règlements internes. Si jamais le locataire contrevient à ces règlements-là, on s'entend, ce pas des règlements municipaux, c'est plus des règles internes de bien vivre ensemble, mais quand même, si le locataire ne les respecte pas, est-ce que, puisqu'on dit que dans le règlement que le propriétaire doit au moins aviser, est-ce que la municipalité pourrait être en support si jamais on doit faire une intervention comme association auprès du locataire ou auprès du propriétaire? En support à un règlement interne, je ne peux pas voir, mais sauf que d'en être informé, c'est une bonne chose. Comme je vous dis, le renouvellement, c'est un privilège. Donc, s'il y a plusieurs règlements plusieurs personnes d'un même lac visent le même locataire, le même propriétaire de chalet, pendant, à un moment donné, ça devient une information pertinente. Mais sur vos règlements internes, non, je ne pense pas. Non. OK. C'est bon. Ça répond. OK. Tantôt, on a parlé plus des locations en coulisses qui se fait présentement. Là. Je comprends que le règlement vise à justement ne plus avoir, donc encadrer la location. Mais comment vous allez faire pour vérifier? Il y a des gens qui peuvent continuer tout simplement à faire la location en coulisses comme ils le font à l'heure actuelle. Comment va se faire cette vérification-là? Comment vous allez vous assurer que ça ne se fait plus? OK. Bien, de plusieurs façons. Premièrement, là, suite à l'adoption de cette règlementation-là, ça va être diffusé, connu. Vous savez, Mme Laniel, il y a des gens qui louent à Saint-Alphonse puis qui ne savent pas qu'ils n'ont pas le droit de louer. C'est vrai. Puis la journée qu'ils vont savoir qu'ils ont une conformité à avoir, ils vont le faire.
Je vous donnerais juste, après 8h30, voyez-vous beaucoup de gens sur les routes présentement? Non. En général, les gens veulent se conformer. Mais il en reste toujours. Donc, là, à ce moment-là, quand les gens se seront assez conformés, ce sera un nombre beaucoup plus restreint d'inspections qu'il y aura à faire. On a du monde qu'on engage cet été pour ça. Deuxièmement, la CITQ, comme je vous le disais, est très active. Donc, ça, s'ils sont affichés, peu importe où, la CITQ va aussi être en appui à la municipalité. Là, un va avec l'autre. L'autre chose, il ne faut pas se le cacher, il y a des gens qui vont louer puis qu'on sera jamais, ils vont toujours être dans une zone floue. On s'achète un chalet, vous puis moi, Madame Laniel, puis on le loue qu'à notre famille, qu'à nos amis proches. Mais c'est pas ça le problème, là. C'est pas ça le problème. Donc, il y en a qui vont peut-être passer entre les cracks à un moment donné, mais probablement qu'ils ne créeront pas de problème. Mais s'ils créent des problèmes, ben là, mais c'est peu probable qu'on le sache même, tu sais, ou que la CITQ le sache. Mais normalement, ils ne causent pas de problème. Et quand c'est des propriétaires qui y vont eux aussi, généralement, ils s'arrangent pour avoir un bon voisinage, là, tu sais. La problématique, c'est plus des locations qui se font sans qu'il n'y ait jamais le propriétaire qui habite ce chalet-là. C'est ça le plus gros problème. Quand le propriétaire y habite quelques semaines dans l'année ou une saison, généralement, il s'arrange pour avoir un bon voisinage. Mais on va en échapper, c'est sûr. OK, mais c'est correct. C'est sûr. Là. Votre réponse me satisfait. C'est bon. Par rapport, ma dernière question, ça traite plus les droits acquis. Au fond, les chalets qui louent présentement, qui répondent aux critères de la CITQ. En tout cas, on présume, là, parce qu'on ne sait pas nécessairement, mais on présume. S'ils s'affichent et si on présume qu'ils répondent, ils seraient automatiquement souscrits à la réglementation à la réglementation municipale, c'est ça? Oui, parce que l'usage est permis. OK. Donc, ils pourraient louer, par exemple, à plus de 8 personnes. Ils pourraient, tout ce qu'on voit comme critère dans la réglementation ne s'appliquerait pas du tout, c'est ça? Non, mais je vous rassure, il y en a très, très peu. OK. Oui. OK. C'est tout. Merci, Mme Laniel. Je voulais juste éclaircir. Okay. Excellent. Monsieur Bouchard. Je ne vois pas votre nom complet. Alors, Jean-Marc. Allons-y. Je vais juste vous demander de quelle association de lac. J'ai oublié de le demander. Là. Mme Laniel est de l'association du Ralfort et de Laclon. Du Laclon, oui. Monsieur Santerre, vous étiez de. Oui, moi, je suis de l'association du Lac-Bastien. Bastien, parfait. Puis Monsieur Bouchard? Lac-Vert. Lac-Vert, parfait. Ouais. Et ça donne aussi que je suis dans l'association du Lac-Gérard aussi. OK, d'accord. Les deux. Parfait. Là, on demande aux associations de communiquer, mais je me demande si la Ville n'a pas une communication à faire à l'ensemble des citoyens. Oui, ça aussi, ça à l'entour du Lac-Vert, les gens, ce qu'ils pensent, c'est que n'importe qui a le droit de louer son chalet. Okay? Les gens pensent ça. Oui. Et malheureusement, la majorité des gens subissent les offres de leurs voisins. Et je peux citer plein de cas, je n'irai pas là. Ouais. Parce qu'ils pensent que les voisins ont le droit de louer. Fait que je pense que la Ville, a une position à dire que ça, c'est illégal. Oui. Puis ma question à partir de là, c'est, parce qu'on a plein de règlements à la Ville, mais les citoyens ne savent pas quel recours qu'ils ont quand les règlements ne sont pas respectés. Je parle de bandes riveraines, je parle de suivi de fosses septiques, je parle d'embarcations moteurs qui n'ont pas de vignette, etc. Puis là, on va pondre un nouveau règlement où les gens sont supposés avoir quelqu'un à contacter. Ma réponse, c'est qu'est-ce qu'on dit aux gens de notre association quand ils sont capables de constater que des gens ne suivent pas les règlements? Parce que c'est ça la question que les gens vont avoir. Qu'est-ce qui va changer dans ce règlement-là? Qu'est-ce qui va faire que la Ville, si jamais j'ai un problème avec mon voisin, si jamais j'ai un problème dans mon environnement, la Ville va répondre rapidement, efficacement, puis va régler le problème à ma place. Parce qu'aujourd'hui, c'est les associations de lacs et c'est les voisins qui gèrent ces situations. Oui. Une des premières réponses que je vais vous dire, c'est qu'on fait des embauches d'inspecteurs pour essayer d'y arriver. Mais tu sais, M. Bouchard, on a 34 lacs sur notre municipalité. On a des kilomètres et des kilomètres. Si je vais chez vous, là, si je vais chez chacun de vous, président d'association, je vais trouver des règlements que vous ne respectez pas. Donc, c'est pas tant les règlements non respectés qui ne causent pas de préjudice. Le problème, c'est ceux qui en causent. Que votre bande riveraine soit à 1 mètre de plus ou de moins, là, c'est pas grave. Le problème, c'est que vous tondez jusqu'au
jusqu'au bord du lac. C'est ça le problème. Donc, mais on sent plus que ces suivis-là sont faits. Okay? Pourtant, parce qu'on n'a pas de feedback sur ces éléments-là. Mais deuxièmement, ce que les gens m'ont demandé, c'est, là, on permet, parce qu'on change d'une interdiction de louer à une permission de louer, les gens, ce qu'ils vont s'attendre, c'est d'avoir un service impeccable de la ville. Absolument. Je sais qu'on a 34 lacs, on a un territoire, mais les gens, quand ils vont appeler, ils ne s'attendent pas à ce que l'inspecteur arrive 4 jours plus tard. Ils s'attendent à ce que l'inspecteur arrive dans 15 minutes. Oui, ou que la SQ arrive, mais la bonne nouvelle avec un permis, c'est qu'on sait son où, premièrement. Donc, on le sait si la personne, vous appelez, là, puis vous dites, mon voisin, il y a une location, puis je sais pas moi, et ils font du bruit, ça n'a plus de bon sens, il est rendu 11 heures le soir, ou je ne sais quoi. On le sait que c'est une location court terme, que c'est pas un résident permanent qui fait un party le soir parce que c'est pas permis pour les locations court terme. Aujourd'hui, on peut toutes vous les identifier. C'est ça. Donc, les associations de lacs peuvent toutes vous les nommer adresse par adresse. Exactement. Moi, je pense pas qu'il y a de secret public là-dedans. Ben oui, je pense que, comme je disais... c'est pas dans nos registres. Oui, correct, mais je pense que les gens, parce que vous le savez que tout le monde le sait. Est-ce que vous savez qui loue au lac Gérard, par exemple? Ben non, vous ne le savez pas. Fait que sur notre terrain, notre territoire, on ne le sait pas, nous, qui loue présentement. Il y en a qu'on a des gros doutes, là. Mais honnêtement, moi, je pensais qu'il n'y avait aucune réglementation qui empêchait quelqu'un de louer son chalet. Si c'est le cas, rendons la chose officielle. Là, on dirait que pour rendre quelque chose d'officiel, on permet quelque chose que les résidents ne veulent pas. Là. Non. Tu sais, les résidents, moi, c'est clair, à l'entour du Lac-Vert, je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'ai reçu des emails suffisamment pour vous dire qu'on s'en va en référendum. Les gens en veulent pas. M. Bouchard. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'on veut. On ne veut plus le statu quo. On ne veut plus dire aux gens qui veulent louer, vous n'avez pas le droit, puis là, qu'ils le font quand même. Ça ne sera pas permis de le faire. Mais pourquoi à ce moment-là, pas avoir des temps de référendum, au lieu de passer un règlement qui donne de l'espoir à des gens qui vont pouvoir louer leur chalet? C'est ce que je pose comme question. Mais il faut faire, démocratiquement, il faut demander ceux qui sont beaux et ceux qui sont contre. Comment qu'on pourrait faire autrement? Ben, on aurait pu faire un référendum au début en disant on veut prendre une position sur la location court terme. Si les gens en veulent, on fera une réglementation. C'est ça qu'on fait, mais on vous propose une solution pour trouver un équilibre. Moi, j'ai participé à peu près à je ne sais plus combien de comités sur les unions municipales pour trouver la meilleure façon d'y arriver pour avoir une proposition acceptable pour les citoyens. Maintenant, s'il n'est pas acceptable pour le Lac-Vert, c'est pas un problème, mais sauf que ça soit démocratiquement décidé, puis tout le monde va être au courant. Il n'y a aucun problème avec ça. Là, est-ce qu'on peut y aller par lac à ce moment-là? Oui, c'est ce que j'expliquais tantôt par secteur. Parfait. Est-ce que c'est les associations qui ont inventé le message ou est-ce que la Ville va nous fournir un message standard qu'on peut pousser à nos associations avec des dates cibles et une démarche qui est claire? La Ville va tout s'occuper de ça avec l'affichage public la demande de tenue de registre pour la tenue de registre. Mais l'affichage public, là, je vais être clair avec vous. Là. Il y a quelqu'un qui m'a annoncé que c'était dans l'action hier. La majorité des résidents restent dans 2 villes différentes puis ils ont d'autres choses à faire que de l'élection. Est-ce qu'on peut... Par exemple, M. Bouchard, vous allez m'écouter parce que je l'ai dit dès le début qu'il y avait eu une erreur dans l'action. Puis à un moment donné, on va diffuser ça partout. Les journaux, l'infolette, le public passage, le site web, la page Facebook. Les gens ont aussi une responsabilité. Non, je sais, mais je pense que l'infolette est pas mal plus à propos aujourd'hui qu'une publication dans un journal qui Absolument. Vous avez tout à fait raison. Puis je suis vraiment désolée que ça soit sorti de cette façon-là. Je vous jure que je n'étais pas très contente, mais il y a eu une erreur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais, non, c'est correct. Je veux juste être sûr qu'on va joindre les citoyens d'une bonne façon et qu'on va leur permettre de présenter leur position. C'est notre intention principale. Par contre, il y aura aussi un affichage dans le journal L'Action lorsque ce sera les bonnes dates. C'est légal. Parce que c'est la procédure légale qu'on se doit suivre comme municipalité, qu'on soit d'accord ou pas avec le fait que cette procédure-là... Je comprends ça, mais la majorité des gens sont plus abonnés à l'infolette. Absolument. Tout à fait. C'est pour ça qu'elle n'est pas sortie dans l'infolette. Parfait, merci. Excellent. Est-ce que ça fait le tour de vos questions, M. Bouchard? Parfait. Alors, on va y aller avec... merci. Parfait. On va y aller avec M. Martin Bolduc, s'il vous plaît. Oui, moi, je suis de l'Association du Lac des Pins. Je suis désolé pour la caméra. Je n'arrive pas à la faire fonctionner. J'ai un problème avec mon ordinateur. Mais en fait,
Vous m'entendez bien, par exemple? Tout à fait. Parfait. Donc, moi, c'est une question commentaire, en fait. En révisant le règlement, la deuxième version du règlement, je m'aperçois qu'au niveau ce que vous appelez les critères pour les équipements récréatifs, Oui. on précise rien pour l'hiver, alors que la location, il s'en fait aussi en hiver. Oui. Fait que la problématique des motoneiges, des 4 roues, n'est pas du tout, en tout cas, n'est pas clairement précisée, pas clairement décrite dans le règlement. Je sais que Dominique avait déjà envoyé une série de questions, avait mis ça dans sa série de questions. La réponse, je la trouvais un petit peu bizarre. Je veux dire, oui. C'est quoi la réponse qu'on vous a donnée? La réponse qu'on nous a donnée, c'était que c'était géré par la régie de l'assurance automobile, comme quoi les gens avaient comme le droit d'avoir des motoneiges ou d'avoir des 4 roues. Mais dans la description faite du critère des équipements récréatifs, vous mettez aussi une interdiction pour les véhicules récréatifs, les VR, les roulottes de camping. Fait que dans le fond, et ça aussi, c'est géré par la SAAQ. Je me demande pourquoi on n'a pas précisé que les véhicules hivernaux, on va les appeler, le skidoo, hein, pour ne pas c'est carrément de ça qu'on parle. Oui. Pourquoi on n'a pas réussi à mettre ça carrément dans le règlement? Et si, à la limite, ma question serait, est-ce qu'il est trop tard? Est-ce qu'on peut ajouter ça au règlement avant de le proposer? Deux choses. Est-ce qu'il est trop tard? Oui, là, dans le sens où on pourrait toujours l'ajouter, mais je vous dirais que cette option-là a été regardée. Ce règlement-là a été monté là, avec l'aide des citoyens qui font partie du comité consultatif en urbanisme. Donc, on l'a reviré tout bas, tout côté. On a pensé à plein de choses jusqu'à temps qu'on soit allé en consultation. C'est sorti aussi en consultation par une personne, si ma mémoire est bonne, mais on a décidé de ne pas l'inclure. Je vais vous expliquer pourquoi, puis je vous dirais que dans ces conditions-là, toutes les réponses sont bonnes. Là. En fait, c'est que à Saint-Alphonse, partir il y a des comment je peux dire ça? Il y a des sentiers balisés pour aller dans les sentiers de motoneige. Ce qui n'est pas nécessairement le cas dans les lacs. Et les lacs, c'est aussi une protection environnementale du lac, c'est-à-dire pour la myriophylle à épis, les plantes aquatiques, ce qui n'est pas du tout un défi l'hiver. Les skidoos n'apportent pas des virus ou je ne sais quoi dans l'environnement. Et en général, comme les sentiers sont à l'entour de la municipalité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas partir nécessairement faut partir d'un point, un stationnement, par exemple, là, vous le voyez, là, près de la petite bouche pour les VTT, les stationnements sont là. Donc, si les gens amènent leur skidoo et qu'ils s'en vont faire du skidoo, par exemple, et qu'ils montent à Saint-Michel, je veux dire, c'est pas un impact là, réel sur notre environnement. Par contre, vous avez raison, là, ça se peut qu'il y en ait un qui amène son skidoo puis qui se mette à faire le fou sur le lac. C'est ça le problème principal, en fait. Là. Oui, c'est ça. Mais sauf que là, présentement, c'est plus les résidents permanents qui font ça. Malheureusement, on a eu plusieurs interventions de la SQ cette année. Là. Et c'était pas un problème qu'on trouvait directement lié à la location court terme. Mais effectivement, comme je dis, c'est une année pilote. Puis si jamais on avait ce problème-là, comme ce n'est pas du zonage, mais plutôt des conditions, on pourrait rajouter cette condition. OK, bien, ça me satisfait. L'idée, c'est qu'on garde ça à l'esprit, qu'effectivement, location d'hiver, en fait, on l'a vu d'ailleurs cet hiver, là, la COVID, on l'a vécu pendant l'hiver. Il y a eu une multiplication de personnes qu'on connaît bien, qu'on ne connaît pas vraiment autour des lacs. Fait que c'est juste pour se prémunir de cette situation-là. Fait que si effectivement la réglementation, le type de réglementation qu'on a est assez souple qui nous permettra éventuellement d'ajouter ça, comme vous dites, c'est une année test, on va voir comment ça va se passer. Exactement. Mais je comprends effectivement la raison qui a justifié cette décision-là. Merci. Puis pour les VR, ben c'est pas le temps la gestion par la sécurité routière, c'est parce que c'est des chambres de plus, ça fait de la pression sur les installations septiques ou n'utilise pas les installations septiques ou ça fait encore plus de monde sur un même terrain. C'est pas en lien avec la sécurité routière. Là. Okay. Merci. Madame Boisvert? Merci pour les réponses. Merci aussi pour les améliorations. Excusez, je suis du lac Cloutier. Okay. Bonjour, Mme Boisvert. Bonjour. Alors, merci pour les améliorations. Moi, il y a plusieurs questions qui ont déjà été posées. Il m'en reste 2. La première, est-ce qu'on va pouvoir avoir copie de votre présentation?
Absolument. C'est pour ça qu'on l'enregistre. Les documents afférents vont être aussi mis à l'intérieur du courriel. Donc, les gens pourront visionner la visioconférence et avoir le règlement complet, là. Parce que, comme le disait M. Bolduc, M. Bouchard, je m'excuse, effectivement, les gens sont plutôt mal informés et c'est... Il y en a qui viennent s'informer. J'ai eu des conversations avec pas mal de monde, mais il y en a qui ne s'informent pas. Donc, ça, je trouve ça important là, que ce soit disponible et c'est pour cette raison-là que c'est enregistré et vous allez y avoir accès. OK, parfait. Puis, peut-être la dernière question qui me reste, puis je pense que tout le monde y a un peu touché de façon différente, puis vous avez touché un peu sur le bobo. J'ai fait un petit peu de la vigie alentour dans d'autres régions. La problématique, la pire, c'est, vous l'avez dit, c'est les propriétaires qui ne vont jamais sur place. Oui. Et la gestion des nuisances, c'est pas tout à fait clair. Ce que j'entends beaucoup de ce qui fonctionne pas bien ailleurs, c'est que ce sont les voisins immédiats qui sont obligés d'essayer de gérer, d'appeler, puis après ça, de rejoindre le propriétaire. Fait que là, on parle d'un permis de 2 ans, c'est déjà mieux encadré, mais mettons que là, il y a vraiment absence totale du propriétaire. Est-ce que ce 2 ans-là peut être raccourci ou... J'aimerais donc bien ça vous dire oui. Cette gestion-là, elle doit être sur les épaules de qui, dans le fond, tu sais? Mais c'est le propriétaire qui est responsable de ce qui se passe dans sa propriété de toute façon. Tu sais, la sécurité publique est essentiellement encadrée par la SQ, là, quand on parle là, de nuisances sévères, là, par exemple du bruit indu, de la violence ou des choses comme ça, là, c'est vraiment à ce niveau-là. Pour les petites nuisances, ou les nuisances de moins grandes conséquences, c'est les municipalités là, qui est au niveau de l'urbanisme. Mais tout ce qui est géré par la SQ, c'est géré par la SQ. On les paye assez cher pour ça d'ailleurs. Mais nous, on s'est quand même donné le moyen cette année de gérer ça là, avec du personnel. Et on attend un peu, là, je dois vous le dire, des municipalités alentours qui sont en train, eux aussi, la pandémie a retardé pas mal des projets comme ceux-là pour qu'on puisse se doter d'une patrouille de sécurité là, un peu comme sectorielle, là, je dirais de quelques municipalités, là, pas régionales, mais pour que, premièrement, ça ait un coût qui ait du bon sens, puis qu'on les ait au bon moment, et puis qu'ils puissent couvrir un territoire là, acceptable, là, mais qu'on se mette 2 ou 3 municipalités pour engager ces frais-là qui sont quand même, qui peuvent être importantes là, si on le fait tout seul. Donc, cette année, l'année pilote, cette gestion des petites nuisances-là ou des nuisances d'urbanisme-là va être gérée par la municipalité. On verra ensuite s'il n'y a pas matière à revoir ce règlement-là qui est souple, comme on l'a dit, qu'on pourra ajuster. Puis, pour les propriétaires qui ne sont pas occupants, ça aussi, tu sais, ça va être des données qu'on va connaître à l'intérieur de la demande de permis. Le propriétaire qui va faire une demande de permis, là, il s'engage dans quelque chose. Là. Ça coûte des frais, il y a des obligations, faut qu'il rencontre la municipalité en cas d'yeux. Il va recevoir le pamphlet du lac de la municipalité de, tu sais, la CITQ est là. En plus, c'est un engagement, là. Mais ça, je comprends ça, puis je sais que vous faites tous les efforts, c'est pas... mais juste, dans le fond, surtout cette année, c'était plus que jamais, un peu en lien avec ce que Mme Laniel, je pense, disait tantôt, tu sais, les associations mettant effort, beaucoup d'argent levé auprès des gens pour entretenir des patinoires, des pistes de ski de fond, ça. Oui. Et ce qu'on constate, malheureusement, c'est que quand les propriétaires ne parlent pas aux locataires, c'est pas effectivement des fautes majeures, mais c'est des fautes qui nuisent à la, en tout cas, je pense à la paix, au bon voisinage. Les gens embarquent sur le motoneige, passent sur la patinoire, passent sur les pistes de ski de fond. Il n'y a pas comme de respect. Ça se peut pas qu'ils ne voient pas qu'il y a une piste de ski de fond. Mais vous comprenez? Fait que c'est mineur. Puis c'est ça qu'au bout du compte, est très irritant. C'est difficile à gérer. Ouais. C'est pour ça que vous avez des gens qui n'ont pas le goût d'embarquer là-dedans. C'est pour les trucs mineurs qui, avec l'abus, finit par user. C'est juste ça. Hein. Tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Puis,
c'est de la même façon que si les associations et la municipalité n'avaient pas cet environnement qu'on a ici, naturel, agréable, convivial, ben les propriétaires ne voudraient pas faire de la location parce que c'est aussi ça qui est très attractif. T'sais. Fait que cet équilibre-là est effectivement pas facile à trouver. Maintenant, sans être, comment je peux dire ça, il faut qu'on se prononce, il faut qu'on dise, bon, ben écoutez, soit qu'on le permette dans notre municipalité, puis on tente tant bien que mal de se donner les outils pour y arriver, on se donne le temps qu'il faut pour y arriver aussi, puis ça se peut, là, madame, qu'on se dise, ça n'a pas de bon sens. On l'a vu, l'occupation du territoire, là, l'été 2020, il y a des endroits qui ont fermé à tout le monde, là. Ils ont dit, non, oui, il n'y a plus personne qui vient ici, là. Ça n'a plus de bon sens. Et ils l'ont fait avec raison. Donc, sauf que la poussée nationale, mondiale de l'hébergement à court terme, si on ne se prononce pas, on va juste mais ça, vous avez raison. Imposer. Oui. Non, mais ça, vous avez raison. Là, je pousse un petit peu plus l'idée, là. Est-ce que c'est possible que les associations fournissent aux propriétaires? Puis peut-être, moi, je pense que la nôtre le voudrait, peut-être les autres. Tu sais, quand on va dans un hôtel ou dans une auberge, il y a une petite pancarte, puis les règles de bons citoyens mis sur un mur, puis que l'inspecteur s'assure que ça soit là. Tu sais, c'est quoi les bonnes règles de conduite sur notre lac ou sur whatever. Peut-être on pourrait ajouter ça. C'est léger, mais au moins, ça fait une première communication avec le locataire qui, au cas où que le propriétaire n'ait pas pris le temps de le faire. C'est une suggestion. OK. Oui, merci. Excellent. Monsieur ou Madame Brizard? Madame Brizard, bonjour. Madame Christiane Brizard de Laclon, la présidente. J'abonde tout à fait dans ce que vient tout juste de dire Madame Boisvert. Ce serait bien de pouvoir avoir un document qui est laissé là, dans la propriété pour rappeler là, nos règles de bonne conduite. L'autre élément, c'est ce que Mme Laniel mentionnait, d'avoir la liste des embarcations non motorisées. Mme Perrault, Mme la mairesse, c'est vraiment pour toute la question de l'introduction ou le risque d'introduction de plantes envahissantes qu'on ne voudrait pas avoir dans notre lac, qu'on ne veut pas avoir à gérer. Avez-vous lavé votre embarcation, oui ou non? Donc, le fait que ce sont des embarcations qui appartiennent aux propriétaires, on a peut-être un peu plus de chances d'éviter ça. C'est dans ce contexte-là qu'on voudrait avoir la liste des embarcations non motorisées. Oui, vous avez... J'arrive donc maintenant avec moi. Je vais m'informer juste pour ça. On va regarder ça de près et on va vous répondre, Madame. Si tu permets, Isabelle, on a fait la vérification. Ça va. Si tu permets, on a fait la vérification. Puis en fait, oui, c'est une information qu'on va pouvoir diffuser au fur et à mesure que les permis vont être émis. Parfait. Très bonne nouvelle. Ma question maintenant, au niveau des droits de passage ou des servitudes de passage, notamment celles qui donnent accès au lac, comment vous allez contrôler que le propriétaire qui veut louer a obtenu le consentement de tous ceux qui ont accès par ailleurs aux droits de passage? Bien, en fait, on va y aller avec les informations qu'on a ici. Si quelqu'un a un droit de passage et qui ne s'est pas prononcé parce qu'on ne le sait pas, j'imagine qu'il va se manifester. Vous comprenez? Donc, ce que j'entends de vous, c'est qu'à partir du moment où il y a une consultation parce que quelqu'un a annoncé qu'il a l'intention de vouloir solliciter cette autorisation-là, il appartiendra à tous ceux qui ont un intérêt parce que, par exemple, ils ont aussi accès à un droit de passage de faire valoir leur point de vue. Oui, parce que c'est prévu dans le règlement que l'affichage sur une location, sur un site de location court terme, doit être 2 semaines là, à l'extérieur pour que les citoyens avoisinants puissent le voir et le savoir. Donc, et puissent se manifester au conseil avec certaines réserves ou certaines, je ne sais quoi. Donc, c'est prévu comme ça là, dans le règlement. Et ça a été... Ici, on connaît les propriétaires, parfois on connaît les bénéficiaires de servitude, mais comme c'est des contrats notariés privés, parfois on n'est pas au courant. Merci. Ça fait plaisir. Madame Laniel, vous avez toujours votre main levée. Est-ce que c'est juste parce que vous ne l'avez pas enlevée ou c'est parce que vous voulez parler encore?
Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. J'ai oublié de l'enlever. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question? Monsieur Bourgeot. Oui, bonjour. Bonsoir, M. Bourgeot. Ça va bien? Très bien, vous? Pour le lac Garot, oui. Bon, nous autres, on a fait un petit sondage, là, sachant que, bon, que le projet de règlement allait passer bientôt. Puis la forte majorité des gens sont en désaccord. Mais il y a un certain nombre de gens qui sont d'accord, mais le savoir, au niveau du référendum, je pense qu'il y a un processus qui va être suivi. Oui. Mais de ceux qui étaient d'accord, c'était des gens qui étaient en deuxième ligne, qui n'étaient pas riverains. Je ne sais pas s'il y a une distinction qui se fait, hein, je ne crois pas. Hein, non. Parce que je trouvais ça particulier, parce que la forte majorité des riverains sont en désaccord, mais les deuxièmes lignes, eux autres, sont disposés peut-être parce qu'ils voient peu d'impact chez eux, là, au niveau des gens qui vont accéder au lac là, durant la journée. Mais, okay. On va y aller par secteur, là, pas par maison. Okay. Ouais, je comprends, mais parce que lorsque on est sur le bord d'un plan d'eau, c'est sûr que... C'est plus fragile, c'est plus sensible, c'est totalement légitime. Puis d'ailleurs, la zone où on se trouve, le lac Garot, il y a même des gens qui sont assez loin du lac, là, qui pourraient voter pour et influenceraient indirectement l'orientation que la majorité des gens ont. Là. Mais les personnes habiles à voter, ce sont les personnes habiles à voter. Ils ont tous le même poids de vote. Ça c'est clair. Par contre, c'est assez rare là, que ça serait vraiment là, tranché au couteau puis que ça m'étonnerait, mais si c'était le cas, c'est comme dans n'importe quel vote démocratique. 50%. Ouais, c'est pas le même intérêt. OK, ben, je comprends qu'on trouve là-dessus. Une personne qui aurait plus qu'un terrain, est-ce qu'il y aurait plus qu'un droit de vote? Ou... ça, c'est la loi des référendums. Et je ne m'embarque pas là-dedans ce soir, M. Bourgeot. Très pointu. Il y a plusieurs petits détails qui sont différents, par exemple, d'un vote électoral, différent d'un vote de règlement d'emprunt, différent d'un vote de règlement d'urbanisme. C'est touché, mais ces réponses-là, quand on sera rendu là, seront totalement éclaircies là, pour ce type de réglementation-là et de référendum. Par contre, ce que je dois dire, c'est qu'il y a toujours un nombre légal là, qui, par exemple, là, ça prend, je ne sais pas moi, dans toute la municipalité, je dis un chiffre comme ça, là, mais pour ce règlement d'urbanisme-là, il faudrait que viennent, je ne sais pas moi, 200 personnes pour qu'on se penche sur la possibilité de tenir un référendum. Mettons que ça n'arrivait pas mais que dans un secteur, il y avait un nombre important là, de personnes qui se seraient manifestées. Moi, je vais être assez, comment je vais dire ça, très ouverte au fait que même si c'est pas le nombre légal de personnes à cet endroit-là qui s'est manifesté, de le faire quand même. Parce que je trouve que c'est trop important pour les milieux de vie. Puis il faut vraiment... c'est de l'ouvrage, là, puis mais c'est important que les gens décident, c'est important que les gens se prononcent. Puis je pense que c'est ça qu'ils veulent aussi. Puis ça va donner une légitimité à n'importe quel des scénarios qu'on va présenter à toute la population par la suite. Parfait. Fait que donc, si on désire un référendum, c'est quoi la procédure? Est-ce que... c'est la même procédure pour tout le monde. On met ce règlement-là en avis public avec un registre pour la demande de la tenue d'un référendum. Et là, comme je l'ai expliqué tantôt, suite aux réponses qu'on aura, on va les analyser. Si on a le nombre légal que pour toute la municipalité, il va faire un référendum, mais on va faire un référendum dans toute la municipalité. Si c'est par secteur, par exemple, que le nombre de personnes qui voudraient avoir un référendum proviennent de 3 lacs précis, bien, on va le faire dans ces 3 affaires-là, puisque, par exemple, je ne sais pas, là, au lac Marchand, personne s'est manifesté. Ben, on va continuer le processus dans les secteurs que personne ne s'est prononcé. OK, c'est par secteur. Puis, on va faire cette analyse-là, M. Bourgeot. Est-ce qu'il y a un nombre déterminé pour que oui. Il y a un nombre déterminé pour toute la municipalité, mais il n'y en a pas pour les secteurs. Mais comme je viens de vous dire, je suis très ouverte. Okay. S'il y a un peu de personnes par secteur, on va le faire. C'est tout. Parfait. Puis, mettons le référendum fait en sorte qu'on est contre. Est-ce qu'il y a une durée de vie applicable ou c'est pas?
Non, le référendum s'applique sur ce projet de règlement-là. Donc, si le Conseil décidait de revenir à la charge avec un autre règlement, il faudrait se prononcer sur le prochain règlement aussi. Au niveau légal, c'est à chaque projet de règlement qu'il y a à se prononcer. Maintenant, est-ce que les élus qui sont là en place, après avoir essuyé un refus, vont revenir à la charge avec un nouveau règlement 2-3 mois après? En fait, c'est pas du tout le but. C'est pas un refus ou un accord. Dans le fond, on vous propose une solution à un problème. Puis notre attente, là, c'est d'avoir votre opinion pour pouvoir s'attaquer au problème puis le régler. L'autre chose, inversement, il arriverait une association de lacs, par exemple le lac Garot, vous avez voté un référendum, c'est pas possible de faire de la location court terme. Je vous le dis, vous allez avoir de la pression à un moment donné par d'autres riverains ou d'autres dans 2, 3, 4, 10 ans, par exemple. Et là, vous demanderiez un nouveau référendum, bien, on pourrait le faire. OK, on pourrait redemander plus tard un référendum. Voilà. C'est ça. Bon, c'est ça la réponse que je peux avoir. Okay. Juste une précision, par contre. Oui, vous pourriez demander, mais les élus pourraient décider que ce n'est pas dans leur priorité à ce moment-là, dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, et dire non, on ne refera pas de référendum. Il n'y a pas d'obligation de la part des élus qui seront en poste à ce moment-là de le faire. Sauf que comme c'est un règlement d'usage conditionnel, c'est beaucoup plus souple et flexible qu'un règlement de zonage où c'est oui ou non, noir ou blanc. Okay, c'est discrétionnaire. OK. Je pense que ma dernière question, c'est, admettons que le référendum est contre. Par contre, on découvre, puis pour le reste de la municipalité, c'est pour. Puis, parce que le règlement, je suis d'accord dans le principe, là, mais d'avoir un minimum de contrôle, mais parce qu'il arrive des cas, comme vous l'avez mentionné au début, qu'il y a des gens qui louent puis ils ne devraient pas louer parce qu'ils ne sont pas dans le bon secteur. Est-ce que dans le cas du lac Garot, si on vote pour le référendum puis on découvre qu'il y a des gens qui louent quand même, est-ce qu'on peut contacter la municipalité puis l'aviser dans ce sens-là puis elle va pouvoir envoyer un inspecteur ou… Oui, mais comme je vous expliquais tantôt, c'était la constatation de la location court terme est difficile. Si c'est vous qui louez, que puis vous l'avez prêté à votre beau-frère, là, puis que quelqu'un vous dénonce, là, bon. Tandis que le principal problème de ces locataires-là, c'est pas tant la municipalité, ça va être la TTQ, puisque eux ont des inspecteurs qui font ce travail-là, qui les attrapent, parce que c'est aussi une question d'équité financière, là. Louer son chalet, c'est du travail au noir, en fin de compte, là. C'est c'est dans la même catégorie, là. Le CTQ, de ce que je comprenais, c'était pour du 30 jours et plus, mais je parle du court terme. Non, c'est totalement l'inverse. 30 jours et plus, là, ça, c'est la régie du logement. Ça, on n'en parle pas aujourd'hui. Ça, c'est permis partout, tout le temps. Ouais. Je parlais de la location court terme. On peut demander à quelqu'un qui se trouve sur le lac, puis on ne le connaît pas. Puis on peut demander, est-ce que tu es un nouveau résident? Il peut dire, non, moi, je loue de tel monsieur. Fait que là, on peut avoir de trouver s'il y a une personne qui loue quand même. Là, c'est de voir est-ce que la ville peut intervenir dans ces cas-là. Comme je vous dis, on peut inspecter, mais ça ne veut pas dire qu'on va constater un bris du règlement. C'est pas clair. C'est sûr que ça ne sera pas clair. Puis on se met à la place de quelqu'un qui fait quelque chose en cachette. Et il ne faut pas non plus oublier qu'ici à Saint-Alphonse, historiquement, là, la location, ça s'est toujours fait, mais à la saison, beaucoup à la saison. Les gens louaient pour l'hiver pour aller faire du ski ou pour l'été pour la saison estivale. Ça va toujours être permis, puis il n'y a pas d'encadrement là, autre que c'est la même chose que pour un résident permanent. OK, ça, je comprends ça. Oui. OK, ça répond à mes questions. Merci, M. Bourgeot. Merci. Moi, je ne vois pas personne d'autre qui a… oui, monsieur Necta. Salut. Mon nom, c'est Nectarius au complet. C'est juste que c'était un peu trop long. Hein. Mais tout d'abord, j'aimerais remercier Mme Isabelle Perrault pour son énergie, votre intensité et l'effort que vous mettez à transmettre ces informations-là. Je veux aussi remercier tout le monde qui a pris le temps de partager leurs idées.
et leurs préoccupations. C'est sûr que moi, je partage d'autres idées. Moi, je suis un futur propriétaire qui veut faire de la location au court terme, mais je trouve que c'est très enrichissant et intéressant d'entendre tous les autres points de vue, des points que je n'avais pas remarqués nécessairement. Ma première question est pour tous eux qui sont présentement en train de bâtir une propriété parce qu'ils ont vu Saint-Alphonse comme une ville propice à faire de la location au court terme. Qu'est-ce qui arrive? Parce qu'on s'entend que ça prend quelques mois à bâtir une propriété. Si là, ils sont en train de la bâtir, les règlements passent, bien là, eux, ils sont un peu mal pris avec des propriétés qui ne vont pas servir nécessairement à l'usage initial. Mais il fallait s'informer avant, M. Nectar, parce que c'est présentement interdit. Donc, si vous avez appelé à la municipalité, ils vous ont dit que ce n'était pas possible présentement. Oui, non, c'est ça. Donc, moi, ce n'est pas pour moi nécessairement. Moi, je suis au lac Gérard. Et je suis certaine qu'il y a plein de monde qui vont être mal pris comme ça. Là. Au nombre de transactions qui s'est fait durant la pandémie, c'est certain qu'il y en a plein qui l'ont acheté en se disant moi, j'achète un chalet pour être bien, je ne vais plus dans le sud, je ne vais plus nulle part, je m'achète un chalet, mais pour payer les frais fixes, par exemple, je vais le louer 3, 4, 5 semaines ou une saison, ça ne serait pas problématique, là, mais durant une saison à la semaine, c'est sûr, c'est évident. Donc, ça c'est juste... c'est pas comme ça partout. C'est dramatique. Alors, ça va être comme peut-être des dommages collatéraux parce que la vie, c'est la vie, puis ça peut arriver comme à ce que je comprends. M. Nectar, je vous inviterai à venir voter au référendum et ces gens-là aussi. C'est ça, la démocratie aussi. Et c'est exactement ça le problème. Moi, je comprends tout à fait les gens qui sont installés ici pour la tranquillité puis qui ne veulent pas avoir de nuisances alentour d'eux, que ce soit de locataires ou de leurs voisins propres. Là, on ne veut jamais ça. Et je comprends aussi ceux qui veulent venir profiter de la villégiature puis que ça leur coûte moins cher. Et c'est une façon de vivre, une façon de voyager, une façon de faire de la villégiature qui change, qui est différente. C'est normal qu'il y ait de la résistance au changement, puis c'est normal qu'il y ait une acceptabilité sociale qu'il faut prendre le temps, et c'est pour ça qu'on va devant les citoyens, parce que cette acceptabilité sociale doit faire son chemin. Maintenant, je suis certaine là, que même dans des gens qui ne veulent pas avoir ça à côté de chez eux, je suis certaine qu'ils ont déjà loué une maison en France, loué une maison en Europe, fait du Airbnb en quelque part dans le Québec. C'est de plus en plus une façon de voyager. Donc, c'est difficile à arrêter. On ne pourra pas l'arrêter. Mais par contre, c'est normal de ne pas vouloir aussi avoir ça à côté de chez eux. Donc, la municipalité, la solution qu'on propose, c'est d'essayer de trouver un équilibre. Super. Et un gros merci encore à Mme Isabelle. Peut-être une petite précision pour vous, Mme Élise. Lorsqu'on dit 8 adultes, est-ce que ça prend en compte les enfants ou je pense que M. Santerre avait fait une mention de en dessous de 12 ans. Est-ce que vous pouvez juste éclaircir la nuance là-dedans? Je vais laisser plutôt Jean-Vincent répondre à cette question-là. C'est trop pointu pour moi sur le règlement. Jean-Vincent, est-ce que tu peux... le nombre de personnes est de 8 maximum et c'est les enfants âgés de plus de 12 ans. Donc, quand on disait 8 adultes, en fait, ça inclut également les adolescents. Et c'est indiqué dans le règlement, l'article 30, je crois de mémoire, là, dans les critères d'évaluation en termes d'usage, nombre maximum de personnes autorisées simultanément dans une résidence dans une location est de 8 au-delà de 12 ans. Au-delà de 12 ans. Et alors, par exemple, si c'est une famille, ils ont comme 8 enfants, ça ne compterait pas. Et s'ils sont tous en dessous de 12 ans. Pas que ça arriverait, mais si ça a été arrivé. OK, je comprends. Et je vous remercie énormément encore à tous pour votre attention. Merci. Monsieur Santerre? Oui. Ça va être quoi peut-être que ça a déjà été dit, mais ça va être quoi les moyens pour rejoindre parce que là, vous avez parlé de la page Facebook, dans les journaux, etc. Mais est-ce qu'il va y avoir aussi des communications qui vont être envoyées par la poste? Parce que, moi, ce que je remarque, puis là, c'est mon expérience à moi, puis je veux vraiment pas... mais c'est vraiment... Il y a une catégorie de personnes là, qui se plaignent là, des gens qui veulent louer. Parce que, je comprends qu'il faut faire voter par les citoyens, puis qu'il faut avoir des pour, puis qu'il faut avoir des contre, puis c'est démocratique, puis je le comprends tout à fait, c'est bien normal. Sauf que, la location court terme, concrètement, ça va être bon pour la ville.
Mais oui, mais oui. Ça va être bon pour la ville, ça va Ça va être bon pour la richesse foncière de tout le monde. Ben oui, parce ça va être bon pour la payer des région. Tu sais, que la municipalité, par exemple, la permettrait pas, ben, on aurait effectivement peut-être un avantage sur les autres municipalités, peut-être un désavantage, mais la région complexe priverait de cette façon de faire de l'hébergement par rapport à, par exemple, la Mauricie ou toute autre région de villégiature. Ce serait effectivement un désavantage. Mais dans n'importe quelle décision, il y a des avantages et des inconvénients, puis c'est d'en faire la balance entre les deux. Je veux dire, je pense entre autres à la région des Laurentides. La région des Laurentides, ils ont beaucoup d'argent, puis les villes, ça va bien dans les Laurentides, puis tout. Puis après ça, si je compare, mettons, à la ville de Saint-Donat, les propriétés se vendent moins bien à Saint-Donat, là, clairement, là, les propriétés, parce que c'est interdit à Saint-Donat, c'est réputé pour être interdit là-bas, tu sais. Mais vous voyez, la région de Charlevoix s'est développée grâce à ça. Oui, je viens de là, moi. Moi, je viens de Saint-Paul à la base. Là. Ma famille, on est la 8e génération de Charlevoix. Là, je connais bien ça. Puis il y a énormément. Puis c'est ça, il n'y aurait jamais eu de club. Tu sais, le premier Club Med en Amérique du Nord et dans Charlevoix, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a beaucoup de chalets de location. Puis tout, puis, ça se passe bien, c'est super bien réglementé. Bref. Oui. Et je veux juste confirmer un point qui me semble vraiment, vraiment important, c'est que tantôt, vous avez dit, actuellement, c'est interdit à Saint-Alphonse. Sauf que je veux quand même confirmer, vous avez quand même mentionné qu'il y a certains spots, là, si je peux le dire comme ça, comme par exemple le lac Gérard, là, pour ma part. Il y a un droit acquis comme ça. C'est pas un droit acquis, c'est zoné permis. Et la permission est par zonage. C'est pas un droit acquis. Parce que moi, le promoteur, on m'a dit qu'il y avait un droit acquis sur le lac Gérard parce que c'est un domaine privé. Non, non, pas du tout. Jean-Vincent, est-ce que tu peux me confirmer que c'est vraiment par zonage au lac Gérard? Parce que c'est l'information que... Oui, au lac Gérard, du côté sud, donc du côté du lac, c'est autorisé puisque c'est une zone qui longe la 343, alors que du côté nord, du côté boisé, ce n'est pas autorisé au zonage. Pour bénéficier d'un droit acquis, c'est l'article 48 qui s'applique en vertu du second projet. Il faut être détenteur d'une attestation de la CITQ pour pouvoir ne pas être assujetti au règlement qui va entrer en vigueur sur les usages conditionnels. Si la personne est dans une zone qui l'autorise, mais qu'elle n'a pas fait les démarches auprès de la CITQ et qu'elle n'a pas obtenu son autorisation de cet organisme-là provincial, le droit acquis n'existe pas. Elle va devoir déposer une demande et être assujettie aux critères d'évaluation de ce règlement-là. Ben là, je parle pour mon cas, puis je m'excuse, je sais que c'est fatigant des fois quand les gens parlent trop au jeu, mais moi, dans mon cas, je suis justement du côté sud du lac. Donc, ce que je comprends, c'est que je suis dans le bon zonage. Et puis, moi, ma demande à la CITQ a été faite et elle a été approuvée. Donc, si je comprends bien, vous n'aurez pas de... Vous êtes en business. Vous êtes en business, vous, M. Zanfer. Oui, tout à fait. Et si vous n'aviez pas votre demande à la CITQ, par exemple, et que éventuellement on faisait un changement de zonage, bien, là, vous seriez assujetti au nouveau zonage et au règlement en vigueur. Mais comme là, vous êtes dans le bon zonage et vous avez déjà votre demande à la CITQ, fait que même si on changeait le zonage, on changeait les règlements, au moment où vous avez fait la démarche, vous étiez aux règles, donc ça, vous maintenez. Bon, bien, parfait. Merci beaucoup pour les informations. Plaisir. Madame Boisvert? Oui, je m'excuse, je suis obligée de replonger là, puis c'est pas par rapport à vous, Mme Perrault, c'est M. Nectar, je ne sais pas vous êtes de quel lac, et puis M. Santerre, je veux juste vous expliquer. Moi, je suis dans la région depuis que j'ai l'âge de 2 semaines. Fait que je suis pas mal tout le temps, mais pas à temps plein, je vais l'être, puis là, je vais prendre ma retraite. Fait que ça fait très longtemps que je connais l'environnement. Fait qu'il n'y a personne, pas grand monde qui ont le goût que ça ressemble aux Laurentides. Non. Pour commencer. Et 2, on a un système, un écosystème extrêmement fragile. Alors, au nombre de personnes par chalet, c'est pas parce que ça fait 15 personnes puis 10 enfants. Mais c'est parce que le nombre de personnes qui utilisent la fosse septique peut endommager l'écosystème, donc le lac. Ça fait depuis que mon grand-père faisait les prises d'eau, moi à l'époque j'étais au Lac Rouge, faisait les prises d'eau, et puis on avait de la difficulté avec les fosses septiques. Fait que c'est encore comme ça en 50 quelques années plus tard. Ça fait que
Ça, on a un écosystème fragile qui n'est pas comparable à la montagne dans Charlevoix. Eux autres, ils ont certainement d'autres problèmes. Fait que là, c'était plus fort que moi. Il fallait que j'embarque sur la glace, là, parce que, donc, le nombre de personnes, c'est l'écosystème. Notre préoccupation des embarcations, tout ça, c'est toujours l'écosystème parce que, vous savez, en tout cas, au lac Cloutier, là, c'est 50 000 encore en 2021 qu'on doit ramasser auprès des personnes volontaires. Donc, généralement, c'est ceux qui habitent, c'est pas ceux qui louent, puis qui sont jamais là, pour éviter que la myriophylle là, se propage. Fait que quand vous parlez de la valeur des propriétés, là, c'est bien plus important de garder la santé de notre lac pour commencer à être capable d'y habiter que combien cette maison-là va être vendue. Dans la région, c'est beaucoup des gens qui habitent là depuis des années, puis ce sont des familles qui se transforment. Je ne suis pas contre vous autres, là, mais je veux juste vous expliquer l'état d'esprit et la philosophie. C'est plus fort que moi, je suis désolée. Non, mais il fallait que je le dise. C'est une belle intervention, Mme Boisvert, et vous avez raison. Chaque village, chaque région, chaque lac a sa culture, a son écosystème naturel, mais aussi social. Et la préoccupation du conseil, puis ma préoccupation, c'est de le respecter. Donc, c'est pour ça qu'on vous propose une solution qu'on pense qui trouve un certain équilibre, mais c'est à vous de décider. Madame Laniel, votre micro est fermé. Oui, oui. Juste une petite précision par rapport au règlement de zonage. Sur la carte qui est disponible sur le site de la municipalité, on voit, bon, au niveau du village, c'est assez clairement indiqué, mais tout ce qui est au sud, qui m'apparaît au sud, là, la page, au fond, il y a des numéros de zone, mais c'est très difficile de savoir à quoi ça correspond. Est-ce que c'est possible d'avoir que ça soit calqué sur une carte géographique? Là? Mais en fait, là, ce qu'il faudrait faire peut-être, là, puis là, on jase, là, comme on dit, mais c'est peut-être d'identifier les numéros de zone où c'est permis déjà. Ça serait peut-être beaucoup plus facile que d'essayer parce qu'un plan d'urbanisme, là, un plan de zonage, là, ça ne rentre pas dans un petit paragraphe. Mais effectivement, on pourrait avoir dans notre règlement la carte, les endroits ou les numéros de zonage où est-ce que la location court terme est permis, mais c'est très peu. Et je pense que pour des droits acquis, là, dans des lieux, je pense que vous allez, ceux qui sont d'ici, là, vous allez bien, par exemple, les chalets d'Émilie, ça, c'est un droit acquis. Donc, mais il y en a très, 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 très peu. En fait, je vais plus faire mon chapeau au fond au niveau du lac Long. Là. Je sais qu'on a au moins une. Je pense qu'il y a des droits acquis autour, là, mais j'en suis pas certaine, parce que je ne sais pas exactement dans quelle zone. Oui. Parce que, ben, en tout cas, je vais parler plus sur la fiche d'évaluation de la propriété auquel je pense, notamment. C'est écrit dans le motif, c'est pas le logement, c'est hébergement. Hébergement, oui. S'il y a un zonage d'hébergement, il y a un zonage d'hébergement, oui. C'est ça. Donc, ça veut dire que c'est permis autour du lac ici. C'est ça que je veux dire. Mais quand je regarde la carte de zonage, je ne suis pas capable de savoir dans quelle zone on est. C'est ça que je veux dire. Je ne suis pas capable de faire le mapping entre la carte et l'aspect géographique. Tout à fait, je comprends votre question, Mme Laniel, puis vous avez raison. Notre zonage, nos cartes de zonage ne sont pas toutes évidentes et on est en refonte de nos règlements d'urbanisme et de zonage. Fait qu'en ce moment, on n'investit pas sur mettre ça à jour puis mettre ça clairement sur le site Internet parce qu'ils sont en refonte. Fait que si vous avez des questions, n'hésitez pas à appeler nous, puis on va vérifier dans votre cas qu'est-ce qu'il y en est. Puis éventuellement, on aura des outils plus clairs qu'on pourra diffuser mieux, mais pour l'instant, ce n'est pas vraiment disponible, c'est comme un peu justifié là, pour le peu de temps qui reste encore en vigueur, ceux-là. C'est parfait. Mais n'hésitez pas à nous appeler, on va y répondre. OK, merci. Moi, je ne vois plus de main levée. Est-ce que... Moi, j'ai des questions. Il y a quelqu'un qui demande, pouvez-vous, s'il vous plaît, autoriser à enregistrer? C'est bloqué, mais c'est déjà enregistré, donc vous allez pouvoir avoir cette visioconférence-là disponible. On va vous l'envoyer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Une dernière question. Au niveau du référendum, est-ce que c'est possible vous allez remettre, rendre disponible les informations qui ont été, le document que vous avez présenté tout à l'heure, entre autres.
Est-ce que c'est possible d'avoir l'information pour le référendum? C'est quoi le processus? C'est un processus tout à fait légal là, avec un certain échéancier que Jean-Vincent pourra donner tantôt, mais il y a un avis public qui est diffusé, un avis public qui doit être diffusé et que nous, on va diffuser vraiment là, de façon exponentielle, que l'obligation légale n'est pas, et par exemple dans l'action, ça c'est obligatoire de l'envoyer dans les journaux régionaux ou communautaires, c'est obligatoire, là, mais on va l'envoyer par l'infolette de toutes sortes de façons. Là-dedans, il y aura un délai qu'on va fixer là, dépendamment Qui est fixé par la loi, qui est fixé par la loi de 8 jours, mais que nous, on va probablement rallonger là, non, de quelques jours. Qui est fixé par la loi de 8 jours. OK, c'est obligatoirement 8 jours. Donc, ce qu'on fera, c'est qu'avant d'envoyer l'avis public, on dira qu'on va envoyer l'avis public, donc ça donne un délai de quelques jours, parce que notre volonté, c'est de donner le temps, là, tu sais. Et suite à la réception de ça, ben, on aura l'analyse et la suite des choses là, selon les scénarios qui vont se présenter à nous. OK, je voulais plus savoir, c'est quoi, qui a le droit de voter, les informations sur ce processus-là, est-ce que c'est disponible quelque part? Est-ce que c'est possible de le rendre disponible? Oui, c'est écrit sur l'avis public. Vas-y, allez. Jean-Vincent, c'est toi qui as préparé l'avis public. Je ne sais pas qui est habile à voter dans le référendum. Il y a 3 étapes. Il y a l'étape numéro 1 qui concerne les personnes intéressées, c'est-à-dire toute personne sur le territoire de la municipalité va pouvoir signer et indiquer quelles dispositions du projet de règlement elle s'oppose. Donc, en vertu de quelles dispositions elle souhaite la tenue d'un référendum. Si on a au moins 12 signatures, l'étape suivante, c'est un avis pour la tenue d'un registre, un scrutin référendaire. Là, ça va prendre un nombre de signatures plus important déterminé en vertu de la loi sur les élections et référendums. À la suite de quoi, si le nombre de signatures est atteint, là, on tombe en référendum. Donc, il y a 3 étapes précises qui vont être indiquées dans chacun des avis, parce qu'il va y avoir 2 avis si on se rend jusqu'au tenue du registre, là, qui vont être indiqués dans le texte. Donc, la première étape, c'est les personnes intéressées, donc exact. Tout le monde qui est sur le territoire. La deuxième, c'est les personnes habiles à voter. Donc Exact. là, les personnes habiles à voter, comme expliquait Isabelle tantôt, ça varie vraiment au niveau de la loi sur si c'est une élection, si c'est un référendum pour un règlement, etc. Fait qu'il faudra le vérifier. Mais habituellement, dans l'avis, on spécifie qui peut signer ces registres-là ou participer au référendum. Fait que, ça sera précisé à ce moment-là, mais au moment où on se parle, en général, l'information que je sais pas. C'est beaucoup plus pointu que ça, mais dites-vous que si vous êtes propriétaire, il y a au moins un propriétaire de votre immeuble qui aura droit de vote. Ça, c'est sûr. Oui, mais mon point, c'est que s'il y a un promoteur qui détient, mettons, une vingtaine de terrains, il peut influencer le résultat du vote. Là. Ouais, ça dépend des... c'est pour ça que je ne peux pas vous répondre. Des fois, c'est un seul droit de vote, comme dans les élections. Quand vous votez aux élections municipales, même si vous avez 3 propriétés, vous votez une fois. Là. Okay. Fait que des fois, c'est comme ça, mais d'autres fois, c'est par terrain. Fait que c'est pour ça que je vous réponds pas. Je ne sais pas c'est quel qui s'applique dans ce cas-là. J'en suis désolée. J'espère que ce n'est pas par terrain. Mais ça, de toute façon, qu'on espère ou pas, ce n'est pas nous autres qui déterminent. C'est la loi. C'est un processus légal très bien encadré par le gouvernement provincial. Okay. Donc, ça va être diffusé là, lors de la vie publique, là, la procédure au complet. Oui. OK, parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben, je vous remercie beaucoup de votre participation. Ça a été très constructif. J'espère que ça répond à vos interrogations. Puis j'espère surtout que vous sentez vraiment là, que vous êtes partie prenante de cette décision-là. Puis qu'on est en train un peu de définir là, quel type de municipalité de villégiature qu'on va poursuivre. On est dans l'air du temps avec l'allocation court terme. Donc, c'est à vous, c'est à nous d'y voir et c'est à nous aussi de le définir. Donc, merci beaucoup tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Jean-Vincent, Élise sont super disponibles. Moi aussi. Les gens de vos associations, s'ils ont des questions, on est là pour y répondre. On va revenir à bout de ce petit bout-là et ensuite de ça, on va passer un bel été tous ensemble. Donc, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une belle fin de journée. Merci d'avoir pris le temps. Merci beaucoup. Merci, au revoir.